Il y a 10 ans, deux chercheurs marxistes, Nick Schrenek et Alex Williams, ont publié un manifeste pour une politique accélérationniste. En fait, ils voulaient réhabiliter le politique pour qu'il sorte de sa paralysie, de la paralysie de son imaginaire. Eux, leur théorie, c'est que le capitalisme actuel cache, derrière justement cette accélération permanente, le fait qu'il tourne en rond sans créer de progrès véritable. Le capitalisme qu'on connaît, pour eux, se contenterait de reproduire les mêmes objets de consommation à l'infini, qui déclinent dans une série de versions, sans réelle amélioration de rupture. C'est le fameux modèle d'Apple avec l'iPhone, qui finalement n'a pas vraiment changé ses usages, ou c'est le modèle de Zara, qui vous vend en permanence une robe à la mode, qui est à peu près la même. Et pour eux, la solution à l'accélération, elle passe par une nouvelle forme de politique. Une forme de politique qui, au lieu de tenter vainement de combattre une accélération technologique qui maintenant est inhérente au capitalisme, se servirait en fait d'elle comme d'un levier, comme d'un tremplin vers une société post-capitaliste globalisée. Exactement comme Marx, en son temps, disait qu'il fallait accélérer la victoire du capitalisme pour ensuite seulement le dépasser. Il s'était même montré, Marx, favorable au libre-échange en 1848, bien que le libre-échange était très défavorable aux travailleurs. Mais Marx disait que la liberté de commerce allait finalement pousser à l'extrême, exacerber à l'extrême, l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat, et finalement hâter la venue du grand soir de la révolution sociale. Et Marx était aussi convaincu que le développement des machines allait rendre possible, dans un second temps, une fois que le capitalisme allait être finalement dépassé, un rapport au temps différent. Un rapport qui serait plus assujetti à la production ou au travail salarié. Et en gros, Marx dit qu'il faut accélérer pour pouvoir ensuite ralentir. Et aujourd'hui, ce désir qui est très largement partagé de travailler moins semble montrer un peu la même inflexion. Et c'est sur celle-ci que s'appuient nos deux chercheurs marxistes pour dire que l'accélération a déjà provoqué une perte de tradition, tant en déstabilisant toutes les religions qu'en détruisant à la fois de la culture et en rompant avec notre passé, avec le passé. Mais l'accélération, elle a aussi engendré une perte de contrôle qui s'est échelonnée en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu Dieu, qui était le maître de l'accélération, celui qui avait le pouvoir de raccourcir le temps qui sépare les croyants du salut. Puis ensuite, ça a été les Lumières, ceux qui ont donné à l'homme, à l'être humain, avec la Révolution, avec les révolutions d'ailleurs, les commandes de l'accélération dans un but politique et aussi dans un but technologique, technique, c'était celui du progrès et celui d'accélérer le progrès, qu'il soit technique ou social. Ensuite, c'est le progrès qui va décider, qui va planifier, qui va financer, c'est des forces de progrès en tout cas, et qui va réaliser, par exemple, le chemin de fer et toutes les innovations qui vont suivre. Et puis, au XXe siècle, l'accélération va échapper progressivement à ses concepteurs pour devenir un mouvement autonome, un mouvement auto-alimenté. L'accélération s'est accélérée toute seule, et cette perte de contrôle se solde pour eux par une perte de sens, par une perte de finalité, de télos, on en parlait. Et tous les auteurs critiques de la modernité, d'ailleurs, s'appuient sur cette perte de sens pour attaquer l'accélération. Halévy parle d'un torrent, Rosa parle de sa spirale, Hans Jonas parle, je cite, de la prise de pouvoir de la technologie dont l'accélération exponentielle menace d'échapper à tout contrôle, déjà en son temps, parce qu'il faut comprendre que ces innovations se produisent à un rythme qui est toujours plus rapide et qui font dire à Gunther Andress dans L'obsolescence de l'homme que la technique associée au capitalisme a carrément remplacé l'homme, la nation et même le prolétariat dans la fonction de sujet de l'histoire. C'est elle, désormais, qui imprime un tempo qu'il qualifie lui-même de prestissimo. En fait, ce sur quoi il s'entend, c'est sur l'effet pervers de l'accélération. Un effet pervers qui fait qu'elle produit exactement le contraire de ce qu'elle promettait d'apporter, à savoir, 1, l'inertie, et 2, la fin de l'histoire, tout en accroissant tous les dangers qui nous environnaient. Parce qu'il y a des risques aussi inédits qui débarquent, qui arrivent avec l'augmentation de la vitesse. Et c'est toute la base d'ailleurs du discours de l'Anthropocène, un discours qui voit dans la grande accélération, celle qui a suivi notamment la révolution industrielle et la Seconde Guerre mondiale,
la cause du péril climatique qui nous menace tous aujourd'hui. Seulement, ce que ces critiques de l'accélération négligent, ce sont nos capacités de résistance. C'est la possibilité que nous avons encore de réhabiliter la politique, parce que, comme le disait Koselleck, l'accélération, ce n'est pas celle de l'histoire, c'est celle dans l'histoire. Seulement, le degré d'expérience, qu'il soit politique, qu'il soit technique, qu'il soit économique, nous montre qu'il y a aussi des accélérations dans l'histoire et des accélérations dans des histoires. Et quand vous voyez ce thème de l'accélération de l'histoire, parce que j'imagine que vous y êtes confrontés tous les jours dans les médias, dans des discussions, dans des débats, manipulez-le avec beaucoup de précautions, avec des pincettes. Parce qu'il ne faut pas lui coller une approche globale, complexe, holistique, mais une méthode conceptuelle. Une méthode qui va vous permettre de révéler les adhésions, mais aussi les résistances à cette accélération de l'histoire. Et aussi de creuser pour comprendre les rythmes différents en fonction, par exemple, des domaines. C'est ce que Bouton appelle, dans son livre sur l'accélération de l'histoire, la polychronie des sociétés. Et on vit dans une société polychronique. Il désigne, par exemple, Bouton, ce qui est d'ailleurs assez ironique, le multitasking, vous savez, le fait de faire plusieurs tâches à la fois, comme le comportement emblématique de l'accélération de notre rythme de vie, alors qu'en fait, le mot polychronie avait été inventé par un grand anthropologue qui s'appelle Edward T. Hall, un de ceux qui a pensé la communication moderne, et qui donnait à la polychronie un sens diamétralement opposé à celui de Bouton. Pour lui, la polychronie, c'est une pluralité, temporalité non linéaire qui s'enchevêtrent les unes les autres, et qu'il faut démêler sans céder à la tentation de trancher le nœud gordien. Et avouez quand même qu'on est très souvent tenté de le faire dans le monde dans lequel on vit, où on se sent très souvent violé par les informations. L'accélération de l'histoire a entraîné d'abord la perte du passé et puis la dissolution de l'avenir, c'est-à-dire une automatisation. Non, l'accélération de l'histoire a entraîné la perte du passé, mais aussi la dissolution de l'avenir, et donc une autonomisation du présent qui est devenue la catégorie historique dominante de la modernité. Ce n'est pas la seule, mais c'est la principale. Et dans ce motif de l'immobilité fulgurante, il supporte mal que l'accélération transforme l'histoire en un présent qui finalement est pétrifié, un présent aux allures parfois totalitaires. C'est Paul Virilio le premier d'ailleurs qui dit que l'augmentation de la vitesse débouche sur une inertie polaire, et il est suivi en cela par Hermann Lubbe qui dit que l'accélération raccourcit continuellement l'intervalle de temps dans lequel nous pouvons anticiper nos conditions de vie en pariant justement sur une certaine stabilité. C'est ça d'ailleurs que Pierre Nora va reprendre quand il va pourfendre la vague mémorielle des années 80 en disant que ce n'est qu'un symptôme du présentisme. Et c'est le premier, Pierre Nora, qui parle de dictature du présent. Depuis, c'est une expression qu'a fait Flores, qui se retrouve dans toutes les bouches. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est Hartog d'ailleurs qui nous en parle. Il nous dit que le présentisme, il a écrit un très bon livre sur les régimes d'historicité. Il faut absolument le lire si vous voulez creuser ce sujet. Et pour lui, le présentisme, en fait partie de ces régimes. C'est-à-dire que les régimes d'historicité, c'est les différentes relations que les sociétés entretiennent avec leur histoire, avec leur historicité. C'est leurs diverses expériences du temps, avec une expérience dominante. La nôtre, elle est caractérisée pour Hartog par ce présentisme, qui en fait est le nouveau régime d'historicité qui a été fondé juste après la chute du mur de Berlin, et qui s'est appuyé sur cette primauté, cette domination du présent dans notre rapport au temps. Bien sûr, il reste prudent parce qu'il dit que notre époque ne se situe pas nécessairement dans un présentisme qui est plein, qui est durable, qui est totalitaire, mais qui peut peut-être s'agir d'un régime d'historicité par défaut, qui constituerait une étape provisoire, depuis déjà 30 ans, vers un possible autre régime d'historicité qui n'aurait pas encore été établi, et que nous, citoyens, dans notre production de l'histoire, notamment politique et économique, pourrions transformer. Mais ce régime d'historicité, le présentisme, fait suite à deux autres régimes. D'abord, une orientation vers le passé, jusqu'à la Révolution française, et puis une orientation vers le futur, jusqu'aux années 80. En gros, Hartog nous dit qu'il existe d'autres régimes d'historicité, il parle de 5 en tout, qui existent ou qui ont existé avant nous. Le premier, c'est le régime héroïque d'historicité. Par exemple, il s'appuie sur la culture des Maoris, où tout est une histoire de rois, de batailles, de grands hommes, dont les actions possèdent un effet historique disproportionné sur les Maoris actuels. Parce que dans leur régime d'historicité, la frontière entre les mythes et les événements est extrêmement poreuse. Le passé
et une vaste réserve de chaînes d'action possibles pour eux dans leur quotidien. Et on va des mythes d'origine jusqu'aux souvenirs les plus récents dans ce qui constitue le passé des Maoris. D'ailleurs, ce peuple pense que le futur est derrière eux, qu'il est à décrypter, qu'il est à fixer à partir des traductions qui sont issues du passé. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans le messianisme juif qui a inspiré Gershom Scholem ou même Walter Benjamin plus tard. Il existe d'ailleurs un très bel essai que je vous recommande de Pierre Bourès sur tout ce courant du messianisme juif qui s'appelle Témoin du futur. Le régime ancien d'historicité, qui est donc le second, s'appelle le passéisme. Il est fondé sur le primat du passé et aussi sur un modèle qui est né dans l'Antiquité, qui est le modèle de l'histoire comme maîtresse de vie, la historia magistra vitae. On suit les enseignements de l'histoire. Et ce mode va coexister à partir de l'émergence du christianisme avec un régime dit chrétien d'historicité qui voit lui dans l'histoire un temps eschatologique, donc un temps qui porte sur le monde ou sur la vie d'après et qui est tendu entre les deux événements fondamentaux de l'incarnation, le Christ, et du salut. Ensuite, c'est avec les Lumières et la Révolution française que va s'opérer une transition de l'ancien régime à un régime moderne d'historicité qu'Hartog appelle le futurisme. En fait, il emprunte ce nom au mouvement, le futurisme, qui a été lancé par Marinetti, qui voulait, dans un manifeste qui a été publié en une du Figaro en 1909, libérer la société du passé. La libérer de ce passé pour célébrer une modernité triomphante qui finalement va se fracasser quasiment immédiatement sur la réalité de la boucherie de la guerre de 14-18. Et le présentisme que nous vivons serait en fait pour Hartog le résultat de cette crise du régime moderne d'historicité qu'on observe d'ailleurs après le choc de la Première Guerre, mais qui en fait va durer tout au long du XXe siècle. Quand on regarde de près, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est Hiroshima en gros, qui va définitivement, et la Shoah, décrédibiliser cette notion futuriste de progrès dans l'histoire et plus généralement la croyance dans l'histoire même. Paul Valéry parle même à l'époque de caractère mortel des civilisations. La chute du mur de Berlin va symboliser en 89 la fin des utopies, en l'occurrence des utopies socialistes, communistes, de l'URSS, et aussi la fin de ses espoirs, les espoirs d'un grand soir. Seulement, pour Hartog, 89, ce n'est pas l'avènement de la fin de l'histoire, celle que va théoriser Fukuyama, c'est plutôt une modification très profonde dans notre rapport au temps. C'est la chute d'un mur de temps. Et d'ailleurs, c'est en 89, pour lui, que se situe cette césure dans l'ordre du temps qui va signer la fin définitive du régime moderne d'historicité qui était né 2 siècles auparavant avec la Révolution et qui va laisser désormais libre cours au présentisme qui se caractérise d'abord par un présent qui s'impose en lieu et place d'un passé révolu et aussi en lieu et place d'un avenir qui est désormais totalement fermé au pouvoir des politiques ou des citoyens. Ce concept des régimes d'historicité, il s'inspire en fait des travaux de Koselleck qui disait déjà en son temps, dans le futur passé, qui est son œuvre maîtresse, que l'expérience de l'histoire est rendue possible par les deux catégories, c'est les catégories qui définissent les catégories méta-historiques, c'est-à-dire des catégories qui sont présentes dans toute l'histoire humaine, tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, à savoir le champ d'expérience et l'horizon d'attente. Le champ d'expérience, c'est le passé actuel dont les événements ont été, si vous voulez, intégrés et qui peuvent être, dès maintenant, remémorés. Il associe d'ailleurs, Koselleck, l'élaboration rationnelle et des comportements beaucoup plus inconscients qui se transmettent de génération en génération ou qui se transmettent dans des institutions comme l'école républicaine. Et l'horizon d'attente, c'est de l'autre côté le futur actualisé, qui tend à ce qui n'est pas encore, mais qui comporte de l'espoir comme de la crainte. C'est un souhait, c'est une volonté populaire d'ailleurs, ou individuelle, c'est aussi un souci. Mais il faut bien comprendre que cet horizon d'attente, c'est une analyse rationnelle, c'est une contemplation réceptive, c'est de la curiosité par exemple. Et Koselleck interprète l'entrée dans la modernité comme le moment où l'horizon d'attente se détache de plus en plus du champ d'expérience. Les citoyens n'attendent plus que le futur répète le passé, ils espèrent même
qu'il va apporter de la nouveauté, qu'il va apporter ce fameux progrès. Et les temps modernes, pour Koselleck, la modernité en elle-même, sont ces temps, cette époque, où les attentes s'éloignent de plus en plus de toutes les expériences qui sont faites jusqu'alors. Et elles mènent à la dissolution du fameux topos de l'historia magistra vitae, aux enseignements de l'histoire pour notre présent. Parce que les attentes, en fait, ont décroché par rapport à l'expérience, et c'est ça qui a rendu caduque l'idée que le passé puisse éclairer l'avenir, qu'il fallait le connaître pour ne pas répéter ses erreurs. Et le fait que l'histoire ne puisse plus donner de leçons ou être maîtresse de vie, c'est finalement, au contraire, le futur désormais, qui est chargé, qui a la mission de nous éclairer et d'orienter le présent, c'est la planification. Et c'est la différence chez Hartog entre l'ancien régime d'historicité, celui donc qui est fondé sur l'Historia Magistra Vitae, et ce régime moderne qui est pleinement tendu vers l'avenir, seulement l'avenir. Hartog ajoute 3 autres régimes à ceux de Koselleck. Le régime héroïque, le régime chrétien et le régime présentiste, pour nous montrer que son concept de régime d'historicité peut s'appliquer à des cultures qui sont au-delà des frontières de l'Occident, et même à des sociétés qui sont mondialisées, des sociétés contemporaines. Pour lui, le présentisme résulte d'une situation inédite où le présent n'est plus articulé au passé, ni même à l'avenir, comme si finalement le temps historique était sorti de ses gonds au moment où l'horizon d'attente s'est affranchi progressivement, évidemment, du champ d'expérience de Koselleck, jusque finalement à leur rupture complète, qui nous a plongé dans la situation que nous connaissons, c'est-à-dire une situation complètement inédite, qui procure, qui génère de l'instabilité et donc de la crainte, presque même de l'angoisse. Et il prend d'ailleurs aussi ses précautions en plaçant son concept dans la filiation de l'idéal type weberien. C'est-à-dire qu'il crée une catégorie à partir de certains moments historiques très précis, très particuliers, par exemple les crises, et pas à partir des structures ontologiques, métaphysiques, qui en fait ne se succèdent pas dans une téléologie globale, dans une étude des finalités, des buts généraux des sociétés. Et d'ailleurs, Hartog nous rappelle qu'il existe des catégories qui se trouvent dans leurs sources, comme le progrès, les Lumières, la Révolution, mais qu'il existe aussi des catégories qui sont construites rétrospectivement pour interpréter, c'est le travail des historiens, c'est les sources. Par exemple, pour éclairer des périodes, un peu le zeitgeist, si vous voulez, l'esprit du temps, comme la sécularisation ou l'émergence du capitalisme. Et toute société, d'ailleurs, il nous dit, a sa propre manière d'être au temps. Elle a son propre régime d'historicité. Il y a des subtilités. Et là, il veut faire écho au concept majeur de la pensée pour Heidegger, c'est-à-dire le Das Ein, l'être au monde, dans l'ontologie de l'existence qu'a développé Heidegger, et puis derrière, qui donnera lieu à l'herméneutique de l'agir humain chez Paul Ricoeur un peu plus tard. Hartog apporte aussi une idée forte. C'est celle d'un ordre du temps, dans le sens d'un ordonnancement, d'un commandement, et finalement d'une succession. Il y a un très bon essai de Christophe Pomian qui a été écrit précisément là-dessus en 84, qui s'appelle justement l'ordre du temps. Et ce régime d'historicité, c'est plus seulement l'ordre dominant du temps, selon Hartog. Parce que, en fait, ce n'est pas le seul. C'est l'ordre, en effet, qui est principal, c'est l'ordre dominant, mais ce n'est pas le seul. D'ailleurs, il est décidé par personne, il s'impose progressivement aux citoyens, qu'on s'en aperçoive ou non. Et c'est cet aspect de contrainte inconsciente, de contrainte collective, qui en fait d'ailleurs un fait social dans la définition qu'en donnait Émile Durkheim. Et Hartog va analyser justement dans son livre ces brèches entre le passé et le futur, ce qu'il appelle des moments de crise, qui mènent d'un régime d'historicité à un autre, comme par exemple mai 68, qui pour lui est déjà du présentisme, avec son slogan « On veut tout et tout de suite », et en même temps est la conservation, la préservation de la perspective révolutionnaire des maoïstes, des trotskistes, des staliniens. Et il existe ces fameux moments de chevauchement entre les 3 régimes d'historicité. Le XXe siècle, par exemple, a allié le futurisme et le présentisme, le premier ayant décliné petit à petit au profit du second. On trouve d'ailleurs des anticipations du régime suivant, ou même des résurgences d'un régime antérieur à chaque étape. Prenez l'exemple de Bainville, par exemple, qui écrit son Histoire de France en 1924. Lui, il s'appuie complètement sur le modèle de l'Historia Magistra Vitae, ou après lui, si vous voulez, les conférences télévisées d'Henri Guillemin,
s'appuie sur ce modèle ancien. Les essais de Montaigne, par exemple, où il va déstabiliser le modèle antique de l'exemplum, vous savez, du modèle à suivre. Et il y a bien sûr les révolutions, parce que les révolutions, par définition, ce sont les moments où on instaure une nouvelle ère, une ère où le désenclavement du monde, parfois, a introduit ce qu'on appelle les sauvages, c'est-à-dire ceux qui sont entre les anciens et les modernes. Ce qu'on appelle aujourd'hui, dans l'esprit de Gramsci, l'interrègne, entre deux règnes, entre deux moments, celui où émergent les monstres. Et le temps, au fond, s'apparente pour Hartog à une géologie, c'est-à-dire qu'il fait coexister des strates temporelles qui sont formées à des époques différentes et qui perdurent. Ce qui fait que le régime d'historicité déterminé à une période est celui qui prend le pas sur les autres, mais ce n'est pas le seul à y exister et à y régner. Et pour expliquer d'ailleurs comment le repli sur le présent suit la fin de la croyance en un avenir radieux, en un grand soir, Hartog nous parle de causes culturelles, par exemple les désillusions du progrès ou le délitement de l'idée révolutionnaire, un peu ce qu'on appelle aux États-Unis les néoconservateurs. Mais il parle aussi de causes économiques, avec par exemple la montée du chômage de masse qui est arrivé après la crise pétrolière 1974, et puis derrière l'essoufflement de l'État-providence qui, parce qu'il est surendetté, parce qu'il est face à des défis très importants, notamment démographiques et économiques, ne peut plus tenir les promesses républicaines. Et le facteur économique d'ailleurs, nous dit Hartog, est décisif pour expliquer l'émergence du présentisme au XXe siècle. Je cite Hartog. La société de consommation, où les innovations technologiques et la recherche de profit de plus en plus rapide frappent d'obsolescence les choses comme les hommes et de plus en plus vite, a joué un rôle moteur dans ce progressif envahissement de l'horizon par un présent de plus en plus hypertrophié. Productivité, flexibilité et mobilité deviennent les maîtres mots des nouveaux managers. Et finalement, c'est le nouvel esprit du capitalisme, celui qui a été si bien décrit par Boltanski dans son essai qu'il a écrit avec Eve Chapelleau en 1999. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien et sereinement, on voit bien qu'on est soit complice, soit résistant de ce nouveau capitalisme, de ce discours managérial de l'accélération. Et la thèse d'Hartog, c'est d'ailleurs que le présentisme est né précisément d'une extension du régime de temporalité qui est propre au capitalisme et qui avant se cantonnait tant bien que mal à l'économie, avant de dégorger, d'aller s'émanciper dans tous les champs de la société pour l'ériger finalement en nouvelle expérience historique. Et ce que nous dit Hartog, c'est que le temps immédiat, pressé, quantifié, c'est celui de la marchandise, qui finalement a fini par se substituer au temps de l'histoire. Et le maintenant de l'horloge est devenu finalement aujourd'hui celui du présent perpétuel. Je vous recommande à ce propos 3 essais hyper intéressants si vous voulez creuser sur cette idée d'accélération économique et technologique comme cause majeure du présentisme. Le premier, c'est un essai de Zaki Laïdi qui s'appelle Le Sacre du présent, qui a quasiment 25 ans, et où il parle très bien de la condition de l'homme présent. Le second, c'est un essai de Jérôme Bachet qui s'appelle Défaire la tyrannie, et où il essaye de pourfendre toutes les injonctions économiques qui sont présentes dans notre quotidien, dont on se rend quasiment même plus compte. Le troisième, c'est Flux, il est plus récent, c'est un essai de Mathieu Kay qui démontre brillamment comment la pensée logistique, la pensée d'Amazon si vous voulez, gouverne désormais le monde dans lequel on travaille, mais aussi le monde dans lequel on vit.